Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Très heureux de vous retrouver pour terminer cette semaine encore riche en informations mosellanes. Voici les titres de ce vendredi 24 juin. Si vous jetez vos cartons, ne le faites plus. À Créange, Emmanuel Bach les récupère et les transforme en objets décoratifs pour sublimer votre intérieur. Nous irons à sa rencontre. Dans l'actualité également, le nouvel entraîneur du FC Metz, Laszlo Bologna, a été présenté ce matin aux différents médias. Son parcours, sa vision du club, vous saurez tout dans quelques minutes. Enfin, dans Moselle Info, ce soir, nous irons à la découverte du Tennis Club des Parèges, entité rachetée en 2020 par le FC Metz. Les amateurs de la petite balle jaune peuvent s'y entraîner sur terre battue. La météo temps maussade ce week-end avec un ciel couvert et quelques averses. Les températures monteront jusqu'à 27 degrés dans la journée de samedi avant de redescendre à 24 dimanche. Et puis l'invité du jour est Elias Pulkowski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau président du conseil départemental junior de la Moselle. Nous reviendrons sur votre élection et vos ambitions, mais tout de suite l'actualité. Comme chaque été, le jardin éphémère de la ville de Metz s'installe place de la Comédie. Cette année, le thème est en voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui se déroulait sous un ciel menaçant l'inauguration avec les élus. Les jardiniers ont travaillé d'arrache-pied pour finaliser le décor réalisé en partenariat avec les apprentis paysagistes du centre de formation de Courcelles-Chaussy. Arbustes, plantes vivaces, arbres et autres végétaux fleuriront la place jusqu'en octobre. Un véritable îlot de fraîcheur du centre-ville. Écoutez François Grosdidier, le maire de Metz, au micro de Colline l'Expert. On a des jardins partout à Metz, c'est une ville-jardin, mais cet événement supplémentaire, d'abord permet de mettre de la végétation au cœur du cœur historique de la ville, qui lui est très minéral, parce que, eh bien, au Moyen-Âge ou dans une époque plus contemporaine, les temps modernes, et bien la ville c'était un petit élément minéral, un confetti minéral dans un océan végétal. Alors qu'aujourd'hui avec la métropole c'est plutôt l'inverse. Donc on essaie de remettre de la végétation dans la ville, c'est pas évident dans le respect des normes des bâtiments historiques. Donc un jardin temporaire, il n'y a pas de problème. Donc c'est un des éléments. Le deuxième, c'est de créer un événement en soi. C'est un événement également pour les touristes. C'est un événement de plus au milieu de toute notre programmation culturelle qui fait venir du monde à Metz parce qu'on veut le voir. Donc voilà, on a toutes les raisons de faire vraiment ce jardin éphémère, ce jardin temporaire, en plus de tous les jardins que nous avons déjà à Metz. Tout autre sujet désormais, allons à la rencontre d'Emmanuel Bach. Je vous le disais en titre, cette habitante de Créange récupère vos cartons pour fabriquer des objets décoratifs et du mobilier. Elle s'est mise à son compte cette année, portrait avec Emma Facchetti. Avec simplement quelques morceaux de carton, Emmanuel Bach réalise des véritables œuvres d'art. Salariée dans le secteur de la chimie pendant 13 ans, la créatrice a tout quitté pour vivre de sa passion, réaliser du mobilier en carton. Une matière première qu'elle récupère directement chez les commerçants et les particuliers. Tout ce qui est fin comme ça, c'est pas la peine. Ça me sert pas. Okay. Bon, après si, pour faire de la pâte de carton, mais j'en ai déjà assez. J'essaie de récupérer au maximum les cartons de très bonne qualité, bien costauds au niveau, quand on appuie dessus, qu'on sente qu'il a une certaine dureté. Après, quand j'en ai de moins bonne qualité, ils vont me servir pour d'autres confections, on va dire, où je rajoute encore des choses dessus et qui me permettent de masquer un peu la mauvaise qualité du carton. Pour donner une seconde vie à ces vieilles plaques, direction l'atelier. La créatrice mesure, découpe, je fais des morceaux, plie, enroule et colle le carton, étonnamment résistant. C'est un peu comme le bois, je dirais, mais même mieux que le bois, parce qu'en fin de compte, ça se cintre, ça se travaille, ça se plie facilement. Donc on arrive à faire beaucoup de petits meubles. Derrière son plan de travail, plus de 200 articles sont stockés sur les étagères. Des couronnes de fleurs, des boîtes et des cadres. Une inspiration qu'elle puise sur des sites internet ou dans son quotidien, dans une démarche écologique. Là, ce contenant, c'est parce que je me suis dit, j'ai été dans une démarche de recyclage. Je dis, on a tellement de boîtes qui contiennent du sucre, de la farine. Là, c'était une boîte avec du sucre. Et puis, je l'ai réhabillée avec de la dentelle de carton. C'est de la boîte à œufs, c'est du papier de récupération. Si depuis 3 ans, la fabricante confectionne ses objets en série qu'elle vend sur les marchés, elle espère qu'un jour, elle exposera ses œuvres dans des salons d'exposition et boutiques de créateurs. J'aimerais bien
Faire plus des objets artistiques, du mobilier, des chaises, des fauteuils, des grands miroirs, des abat-jours. En attendant, Emmanuelle Bach compte réaliser une formation d'ici la fin du mois pour être certifiée experte dans le domaine du carton. Petite nouveauté dans Moselle Info aujourd'hui, puisque la rédaction vous présente sa rubrique santé. Baptiste Deveau, bonsoir. Bonsoir Jean. Alors nous vous parlions hier, chers téléspectateurs, de la grève à la clinique Claude Bernard à Metz. Baptiste, si vous êtes là, c'est pour mieux comprendre le malaise général des établissements publics comme privés et plus globalement faire la lumière sur le fonctionnement de l'hôpital en France. L'hôpital en France, ce sont deux systèmes qui fonctionnent en symbiose. Tout d'abord, d'un côté, l'hôpital public, qui est un établissement de santé géré par l'État. Et de l'autre côté, l'hôpital privé qui se coupe en deux parties. Tout d'abord, l'hôpital privé à but lucratif. C'est un établissement de soins qui réalise un chiffre d'affaires annuel. Et de l'autre côté, l'hôpital privé à but non lucratif, comme par exemple la clinique Claude Bernard à Metz. Ces hôpitaux privés à but non lucratif répondent aux missions de service public. Alors Baptiste, on l'a bien compris, les hôpitaux publics comme privés fonctionnent collectivement. Mais comment sont-ils financés et comment le remboursement des soins sont-ils prodigués ? On va d'abord s'intéresser à l'hôpital public et privé à but non lucratif. Le budget en 2022 est de 95,3 milliards. Il était de 84,4 milliards en 2020, soit une augmentation de 13% en 2 ans. Alors c'est une dotation annuelle qui est versée par l'ARS aux différents hôpitaux de région. Et ces dotations sont calculées en fonction des actes réalisés, ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Et pour l'hôpital privé, c'est un petit peu la même chose. L'assurance maladie rembourse les actes réalisés par les hôpitaux privés. Et le reste du financement pour ces hôpitaux privés, ce sont les dépassements d'honoraires payés soit par les mutuelles, soit par les patients eux-mêmes. Pourquoi finalement, Baptiste, la situation est si critique, notamment juste avant l'été dans les établissements de santé ? La situation est la même que ce soit dans les hôpitaux publics ou privés. Alors pourquoi ? C'est simple, il y a un manque de personnel criant dans ces hôpitaux. Donc c'était déjà le cas avant le Covid. Le Covid a mis en lumière ces problématiques et maintenant ça devient très tendu pour les hôpitaux. À noter que juste avant l'été, 120 hôpitaux en France doivent limiter leurs activités aux urgences par manque de moyens humains. Et c'est le cas notamment à la clinique Claude Bernard qui a fait grève hier, comme on l'a vu dans un reportage dans Moselle Info. Et pourquoi est-ce que les soignants manquent à l'appel dans les hôpitaux ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les conditions de travail se sont détériorées au fil des années. Donc il y a moins de personnes pour autant de travail. Donc les gens sont obligés de compenser, ce qui devient de plus en plus difficile pour eux. Donc il y a beaucoup de burn-out par exemple. Parce que la rémunération sont très faibles, que ce soit dans le public ou dans le privé, notamment pour les petits salaires. On pense aux infirmiers, aux aides-soignants qui touchent en début de carrière un peu plus que le SMIC. Il y a aussi l'attractivité du Luxembourg qui fait du mal aux hôpitaux français parce qu'on sait qu'au Luxembourg, les salaires sont meilleurs et le cadre de travail aussi. Et dernier point qu'on oublie souvent, la part de l'administratif dans le travail augmente, que ce soit pour les médecins ou pour les soignants. Donc voilà, c'est 4 raisons qui font que les soignants n'ont plus envie de travailler à l'hôpital. Alors Baptiste, vous avez évoqué les difficultés, mais j'imagine qu'il existe bel et bien des solutions. Oui, mais que des solutions sur le court terme. On pense notamment au Ségur de la santé qui a été proposé par le gouvernement pendant la crise sanitaire. Il y a notamment l'augmentation de 183 € par mois pour les soignants. C'est une enveloppe de 9 milliards d'euros qui ont été donnés par l'État pour augmenter les salaires des soignants et des médecins. On pense aussi au cadre de travail qui commence à être amélioré, notamment avec des financements pour la réhabilitation ou l'ouverture de lits. Mais ce n'est pas suffisant. Et pour vous donner un exemple, il y a 180 000 infirmiers qui ont jeté l'éponge ces dernières années. Et chez les jeunes infirmiers, le chiffre est de 30% qui décident de quitter l'hôpital dès les 5 premières années de leur entrée dans le dans le monde du travail. Donc voilà, donc il y a un vrai problème à régler. Et ça commence par une mission flash que Emmanuel Macron a demandé et veut mettre en place rapidement pour venir en aide aux urgences, notamment pour cet été. Merci infiniment Baptiste d'avoir apporté sur le plateau de Moselle Info votre expertise sur le fonctionnement des hôpitaux en France. Et après la santé et le sport, le FC Metz continue de dévoiler ses nouvelles têtes d'affiche pour la saison 2022-2023. Aujourd'hui, c'était au tour de l'entraîneur Laszlo Bologna d'être présenté à la presse. Florian Tonizzo et Arnaud Demerlet y ont assisté. Ils reviennent sur son parcours et ses ambitions avec le club.
J'ai passé des super années dans votre région. Et quand je dis votre région, je crois que j'exagère un petit peu parce que c'est la mienne aussi un petit peu. 22 ans après son départ de l'Est, Nancy-Lorraine, l'ASLO Bologna retrouve sa Lorraine d'adoption, mais cette fois plus au nord et sous les couleurs grenat. Le nouvel entraîneur du FC Metz s'apprête à découvrir son 5e club français, 11 ans après sa dernière expérience au RC Lens. Arrivé la semaine dernière en Moselle, le technicien roumain a un mois devant lui pour mettre au point une équipe compétitive avant la reprise du championnat. Pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai largement le temps de sentir qui fait quoi et de comparer avec ce qu'on a, ce que j'ai reçu des informations. Et puis, par des petits pas ou par des grands pas, d'essayer d'éliminer les faiblesses. C'est pas bien ce que je veux vous dire, mais je crois que je suis quelqu'un qui est capable d'arracher le maximum d'un collectif. C'est de redonner un peu de vie à ce groupe et un projet commun. Il y a beaucoup de projets individuels, je pense que donner un projet collectif, ça fera du bien. Expérimenté, avec notamment des passages remarqués au Sporting Portugal, au Standard de Liège ou encore au Royal Antwerp, l'ASLO Bologna véhicule tout de même une réputation de coach défensif. Face à la presse, celui qui sort d'une expérience mitigée en Grèce au Panathinaikos préfère davantage parler d'équilibre. C'est Emile Jacquet qui a dit qu'il n'y a pas de grande équipe sans grande défense. J'aime aller vers l'avant. J'aime prendre des risques. Mais, je répète ça plusieurs fois, je suis plus joueur d'échecs que de poker. Donc je ne veux pas m'hasarder n'importe comment parce qu'on va... quand on va avoir une capacité et la garantie qu'on est capable de marquer 3 buts, 4 buts chaque match, alors oui, alors je m'en fous de la défense. Alors qu'une partie du staff de Frédéric Antonetti devrait poursuivre l'aventure en Moselle, l'ASLO Bologna a annoncé en conférence de presse l'arrivée de Christophe Delmotte au poste d'entraîneur adjoint, lui qui occupait le poste d'entraîneur principal à Valenciennes. Rappelez-vous, en 2020, le club historique de Metz, du SMEC tennis, situé sur l'île de Saint-Symphorien, est racheté par le FC Metz et alors créé le club de tennis des Parèges. Aujourd'hui, ce complexe est ouvert aux amateurs de balles jaunes de la région souhaitant pratiquer sur terre battue. Découverte avec Baptiste Deveau. Sur l'île de Saint-Symphorien, le long de la Moselle, au pied de la tribune sud du FC Metz, se dévoile le complexe du tennis club des Parèges. Le SMEC Tennis, ancien pensionnaire des lieux, a été cédé au FC Metz en 2020. L'ambition grenat est simple, faire de cet écrin un club de tennis loisir premium en lien avec le cercle des Parèges. Pour y parvenir, un projet de réhabilitation sur 5 ans a été lancé avec une enveloppe de 720 000 €. Alors les cours extérieurs ont fait l'objet d'une rénovation à minima, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut jouer au tennis de façon qualitative dessus et il est prévu l'année prochaine de faire une réhabilitation complète de ces cours en profondeur puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais un cours de tennis, il y a un calcaire en dessous qui est ici très ancien et qu'il faut rénover. Donc ça va être fait et suivra la rénovation des cours intérieurs, également en terre battue. Nous avons le label Roland Garros depuis 2020. Nous allons renforcer encore ce label avec que des cours en terre battue. Avec ces nouvelles infrastructures, le Tennis Club des Parèges entend redevenir un haut lieu du tennis messin à moyen terme. Il souhaite faire grandir le nombre de ses licenciés, avoir une école de tennis performante et avoir un tournoi de tennis reconnu dans la région. Bref, un site mêlant sport et convivialité. Alors les objectifs déjà, donc nous voulons être un club loisir premium, donc gonfler l'école de tennis et les adultes pour qu'ils se sentent bien dans un cadre verdoyant et agréable. Les licenciés habitués aux cours ocre sont impatients de voir arriver ces travaux de réhabilitation. Les infrastructures sont vieillissantes et peu adaptées pour une pratique en hiver. On attend, là c'est la bonne période, on joue à l'extérieur, mais il faut vraiment qu'il y ait des infrastructures qui soient développées pour pouvoir jouer cet hiver, surtout quand il fait froid. Donc on attend vraiment le changement de surface et puis la réhabilitation des cours intérieurs. Sinon le ressenti est bon, les terres sont bonnes, le cadre est magnifique et
On est vraiment... il y a tout pour faire un très beau club. Du gazon au cours de terre battue, le FC Metz se joue donc en coulisses sur tous les terrains. Pas le match le plus simple à gagner, mais sans doute l'un des plus excitants. Petit détour par la case sortie du week-end désormais. Comme chaque vendredi, la rédaction vous propose ses idées d'activités. Le programme détaillé avec Tim Girard. L'événement incontournable de cette fin du mois, c'est le lancement de la 6e édition du festival Constellation, en espérant que la météo ne vienne pas gâcher la fête. Vendredi et samedi soir, à la tombée de la nuit, découvrez le parcours de Pierre Numérique et ses 10 œuvres sur le thème des nouvelles utopies. Le parcours Dune, Art et Jardin sera, lui, consacré aux illusions et aux anamorphoses. Enfin, grande nouveauté, 2 mappings se succéderont sur la cathédrale de Metz. Toujours dans la cité messine, à l'Esplanade, la campagne s'invite en ville avec Masseloum, la grande fête des producteurs et artisans locaux. Une trentaine d'entre eux y présenteront une panoplie de produits alimentaires. Animation familiale, exposition avicole, balades en calèche sont au programme. Masseloum, c'est ce samedi de 11h à 21h30 et dimanche de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Oyez, oyez, retour au Moyen-Âge désormais avec la 42e édition de la fête médiévale de Rodemack. Bijoux en matières précieuses, répliques d'armes, pâtisseries et boissons d'antan investiront les rues du vieux bourg fortifié. Sans oublier les musiciens, comédiens, battleurs, jongleurs, danseurs, conteurs et échassiers. Début des festivités samedi à 16h et dimanche à 10h. Le tarif à la journée est fixé à 12 € par personne. Retour vers le futur pour finir avec les portes ouvertes du bataillon de chasseurs à pied. Tout au long de ces 2 journées, les militaires proposeront aux visiteurs de nombreux ateliers comme des baptêmes en véhicules blindés ou un parcours commando. Rendez-vous ce samedi de 10h à 20h et dimanche jusqu'à 18h au quartier Drian à Bitche. Dans le même style à Metz, le 3e régiment de hussards fera des démonstrations dès 9h depuis le palais du gouverneur. Voilà, pas d'excuse donc pour quitter son canapé lors de ce dernier week-end du mois de juin. Vous connaissez le programme, alors à vous de jouer et à vous les studios. Une nouvelle ère s'ouvre à la Cité des loisirs d'Amnéville. Le département de la Moselle va devenir l'actionnaire principal de la SPL et va acquérir le Galaxy pour le sauver. Une conférence de presse s'est tenue justement il y a quelques instants à la salle de spectacle. Colline Expert, vous y avez assisté. Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence ? Oui, Jean, suite aux difficultés de la Cité des loisirs d'Amnéville et notamment le vieillissement des infrastructures, l'Eurodépartement de la Moselle ainsi que la région Grand Est ont décidé d'investir massivement dans la réhabilitation et le développement de la Cité des loisirs. Alors, vous le savez, le complexe comprend de nombreuses infrastructures comme le golf, le snow hall, le zoo, le pôle thermal ou encore le Galaxy. Du côté du Galaxy, justement, c'est un investissement de 20 millions d'euros qui est prévu. Donc cette salle peut actuellement accueillir jusqu'à 13 000 personnes. Elle a vu le jour en 1990 mais n'a eu aucune rénovation depuis. Donc cet investissement de 20 millions d'euros permettra de remettre d'une part la salle en état mais aussi d'engager la construction d'une 2e salle qui sera quant à elle une salle multifonctionnelle située juste à côté et qui pourra notamment accueillir des événements sportifs comme par exemple le Moselle Open. Et nous écoutons d'ailleurs Éric Meunier, le maire d'Amnéville, à ce sujet. Après, ce qui est le plus important pour Amnéville, ce n'est pas l'ego que l'on peut légitimement avoir parce que c'est le docteur Kiefer qui est à l'origine de la création de ce site. C'est ce site qui doit continuer à vivre et à pouvoir se développer. Et le fait de devenir propriété du département, c'est le gage qu'il va pouvoir continuer à se développer en toute sérénité et prendre une place de plus en plus importante dans le monde culturel et sportif. Le but que l'on poursuit tous ensemble, au travers de la SPL Destination Amnéville, c'est de créer en moins de 10 ans 1000 emplois supplémentaires et de passer de 6 millions à plus de 10 millions de visiteurs. Et au vu de toutes ces rénovations, de la rénovation aussi des infrastructures et de l'espace public, de la voirie, des nouveaux investissements qui vont être réalisés, des nouveaux divertissements qui vont être offerts aux visiteurs, il fait nul doute à mon avis qu'on arrivera à tenir ce pari. Et que de 2e employeur de Moselle, on sera très rapidement le 1er et qu'on assurera l'économie de tout un département.
Jean, vous l'aurez compris, la Cité des loisirs d'Amnéville négocie actuellement un virage charnière dans son histoire. Merci Colline pour toutes ces précisions. Allez tout de suite, l'invité de Moselle Info. Et ce soir, je vous le disais, Elias Pulkowski, le tout nouveau président du conseil départemental des jeunes, est à mes côtés. Vous succédez donc à Maëlys Crémer, et ce pour un mandat de 3 ans. Alors comment vous êtes senti, Elias, lors du dénouement de cette élection il y a 2 jours ? Eh ben, je me suis senti très satisfait du travail qui a été effectué pour mon élection, mais aussi j'ai senti qu'il y avait un grand poids qui pesait sur mes épaules pour les 3 années à venir. Parce que je dois représenter tous les conseillers départementaux juniors de la Moselle et à travers eux tous les jeunes de la Moselle, donc beaucoup de fierté, mais il faut tout de suite se mettre au travail. Oui, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Comment vous gérez justement cette importance que vous avez désormais ? Eh ben, pour l'instant, c'était qu'il y a 2 jours l'élection, donc j'ai pas encore pris totalement conscience des grosses charges que ça a appliquées, même si je sais en quoi va consister mon travail. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que tous les jeunes Mosellans se sentent bien durant mon mandat et voilà. Pour revenir brièvement sur votre parcours, comment vous êtes arrivé déjà au conseil départemental des jeunes, puis président ? Alors, j'ai été déléguée depuis la classe de 6e dans mon collège. Ça fait maintenant 2 ans que je fais partie du conseil d'administration également. Et puis, cette année, j'ai effectué mon stage de 3e avec monsieur le maire de Mézières-les-Messes, monsieur Julien Freiburger, et qui m'a proposé d'intégrer le conseil départemental junior à la fin de ce stage. Donc, j'y ai réfléchi, j'ai accepté. On a dû remplir un dossier, ce que j'ai fait. Il a été retenu, et puis il y a eu un séminaire en avril, je crois. On nous a envoyé les documents pour nous présenter à la présidence. Je me suis présentée, et puis voilà comment je me retrouve ici. Pour revenir encore un petit peu avant, quand et peut-être comment est née chez vous cette envie de s'impliquer dans les thématiques de la vie de tous les jours finalement ? Ben, je pense que c'est venu quand je me suis présentée en tant que déléguée en 6e, parce que à la fin de ce mandat, j'avais l'impression que je pouvais encore faire plus pour représenter, et puis je me suis dit je vais continuer dans cette voie. Je me suis représentée en tant que déléguée, je suis entrée au conseil d'administration, et puis je suis arrivée, de fil en aiguille, je suis arrivée au conseil départemental junior. C'est important pour vous de donner justement la parole aux jeunes ? Oui, je pense parce que c'était la volonté du président M. Weiten, lorsqu'il a créé ce conseil départemental junior, de vraiment donner la parole aux jeunes sur des sujets qui les concernent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que la Moselle est département ami des enfants. Et je pense que c'est vraiment important de donner cette parole aux jeunes, parce que on donne beaucoup la parole aux adultes, mais les jeunes aussi subissent les décisions des adultes, ou enfin bref. Et donc, je pense que s'ils ont aussi leur conseil départemental, peut-être que ça va leur redonner confiance en la politique, et puis leur faire les faire se sentir bien dans leur département, quoi. Alors vous avez évoqué Patrick Weiten, le président du département. Qu'est-ce qu'il vous a dit après votre élection ? Tout d'abord, il m'a félicité de mon élection, de ma prise de parole avant le vote. Et puis après, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Bon alors, quelles seront vos priorités en tant que président ? Quelles sont les thématiques que vous voulez mettre en avant ? Alors, moi, j'aimerais beaucoup développer l'accès à la culture pour les jeunes, c'est-à-dire le rendre, par exemple, le pass culture jeune, le rendre accessible à tous les élèves dès la 6e. J'aimerais aussi favoriser l'utilisation du vélo et des autres moyens de transport non polluants à travers les pistes cyclables, ou encore la lutte contre les discriminations, ou contre l'augmentation du poids du sac, pour une meilleure qualité des repas dans les cantines scolaires. J'ai encore plein de projets, mais je pense que vraiment le plus important, on est 54 dans l'Assemblée, donc je pense que vraiment le plus important, ça va être de donner la parole à tout le monde, que chacun puisse exprimer ses idées, son opinion et mettre en place ses projets durant ces 3 ans. Alors mercredi, lors de l'élection, vous avez aussi noté le fait de vouloir continuer finalement travailler dans sur la même ligne que Maëlys Crémer, notamment sur le harcèlement à l'école. Oui, parce que je pense que c'est un sujet qui nous a peut-être tous déjà concernés. Ça peut arriver à tout le monde de se faire harceler ou bien d'être témoin de harcèlement. Si vous êtes harceleur, je vous félicite pas, mais
En tout cas, je pense qu'il faut vraiment aider les gens qui sont harcelés, leur donner la possibilité de parler, de s'exprimer pour sortir de cette spirale infernale où on peut vite être emprisonné en fait. Elias, pour terminer cette intervention de Moselle Info, quel est le premier dossier que vous allez avoir à traiter? Alors moi je pense, si c'est moi qui le choisis, je pense que ça sera l'accès à la culture. L'accès à la culture comme priorité. Parce que c'est vraiment ce qui me semble le plus important aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Elias Pulkowski d'être venu dans Moselle Info. Nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour, comme chaque soir. La première station multi-énergie du Grand Est a été inaugurée mardi 14 juin. Installée au Total Access du port Mazerolles à Metz, elle distribue à la fois les classiques diesel et carburants sans plomb, du super-éthanol, du gaz naturel et propose également des bornes de recharge électrique. Une grosse révolution en matière de transition énergétique. Pour rappel, cet nouvel outil rentre dans un vaste plan de rénovation englobant les 3500 stations françaises du géant français Total Énergie. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Club de la Presse et du Dragon Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur Moselle TV.